soir. Malgré leurs 15 victoires d'affilée, leur premier rang dans l'association de l'Est, les Penguins de Pittsburgh sont inquiets. Leur capitaine Sidney Crosby a subi une fracture de la mâchoire qui tiendra à l'écart du jeu pour une période de temps indéterminée. Le meilleur pointeur de la Ligue a été atteint au visage par une rondelle déviée lors de la première période du match d'hier contre les Islanders de New York. Crosby a déjà reçu d'importants soins dentaires et il devra se soumettre à d'autres traitements cette semaine. Pour l'instant, il ne souffre d'aucun symptôme lié à une possible commotion cérébrale, selon le directeur général des Penguins, Ray Shero. Chez le Canadien, René Bourque était de retour sur la patinoire ce matin au complexe d'entraînement à Brossard. L'attaquant a patiné pour la première fois depuis le 21 mars. Bourque était en compagnie de son coéquipier Ryan White et le préparateur physique Pierre Allard. Son état de santé vacille depuis le 9 février, depuis ce coup de poing de Colton Orr des Maple Leafs de Toronto. À Détroit, on souligne l'anniversaire du légendaire Gordie Howe. Monsieur Hockey a 85 ans aujourd'hui, mais les Blackhawks, eux, n'ont pas l'intention de faire de cadeaux à leurs adversaires. Les meneurs dans l'Ouest étourdissent les Wings dès le début du match, avec 3 buts, dont ce bijou de Brandon Saad, tout ça en moins de 5 minutes. Les Hawks sont en route vers une écrasante victoire de 7-1. Corey Crawford a perdu son jeu blanc avec moins d'1 minute à jouer dans le match. Les Bruins qui en arrachent par les temps qui courent sont à Buffalo ce soir. Les Sabres obtiennent plusieurs occasions de marquer, mais se butent chaque fois à Anton Khudobin. À l'autre bout de la patinoire, les Bruins sont plus opportunistes. David Krejci et Nathan O'Turn marquent en 3e. Boston l'emporte 2-0. À Philadelphie, les Flyers et les Capitals, qui n'ont pas perdu espoir de participer aux séries, ont joué avec l'énergie du désespoir. Alexander Ovechkin avait donné 2 buts d'avance aux Capitals, mais Claude Giroux puis Kimmo Timonen ramènent les deux équipes à égalité. Et en prolongation, c'est Ruslan Fedotenko qui tranche en faveur des Flyers, 5-4. En ski acrobatique, Alexandre Bilodeau a remporté un 4e titre national à l'épreuve des bosses en parallèle au championnat canadien à Val-Saint-Côme, un couronnement obtenu en l'absence de son grand rival Michael Kingsbury, qui a fait l'impasse sur la compétition. Une rivalité qui a pris de l'ampleur au cours de la dernière année. Olivier Arbourmas. Perché au sommet en 2012, Michael Kingsbury a refusé d'en descendre en 2013. Ce, malgré le retour à la compétition d'Alexandre Bilodeau, l'autre géant du ski acrobatique canadien, 2e au classement final. J'ai pris du temps à me réveiller. À la fin de l'année, je commençais à rattraper. J'ai fini avec 5 victoires, donc ça s'en venait de bonnes augures. 5 victoires de suite. Si l'on compte les 3 dernières étapes de la Coupe du Monde et l'épreuve de bosse en parallèle aux mondiaux de Voss, ça fait plutôt 4 victoires. Mais Bilodeau voit de l'or dans sa médaille d'argent acquise en bosse individuelle aux mondiaux derrière Kingsbury. Il l'avait d'ailleurs clairement exprimé après la compétition. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, j'ai reçu des commentaires de plusieurs personnes sur le circuit Coupe du Monde, dont 3 champions olympiques qui sont venus me voir en me disant désolé. Donc, pour moi, c'est ma médaille d'or. C'est plate quand c'est un de tes coéquipiers qui parle pas qu'il parle, mais tu sais qui pense que t'as pas mérité la médaille d'or. Mais... Dans leur discours, Bilodeau et Kingsbury n'exhibent aucune tension. Alexandre, c'est un des meilleurs skieurs de la planète. Quand Michael manque sa shot une journée, ça va pas bien, il finit 5e, 4e. Il va jamais arriver très loin derrière. En compétition, c'est en compétition, puis en dehors de la compétition, on est une équipe, on est des amis, on est comme des frères. Philippe Marquis est assis aux premières loges pour voir les 2 meilleurs bosseurs de la planète s'affronter. La lutte d'Alex et Michael, c'est une rivalité sensationnelle pour notre sport. Ça fait qu'au Québec, on a encore plus le goût de suivre le ski acrobatique. Alexandre Bilodeau! Quel effet cette rivalité aura-t-elle sur l'année olympique? Bilodeau a tout raflé après avoir été fouetté par les échos médiatiques de sa déclaration choc. C'est sûr que ça a fait mal, mais ça m'a motivé à parler par la bouche de mes canons jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai tourné à la page, fait que les championnats du monde, je les ai gagnés. C'était un de mes objectifs de carrière. Puis là, ben, j'ai tourné à la page, puis là, je suis en mode olympique. L'objectif, c'est Sochi. Et l'affiche promet d'être relevée. Olivier Arbourmas, Radio-Canada, Val-Saint-Côme. Au mondial de curling, le Canada, vainqueur en levée de rideau hier, connaît des ennuis au départ de son 2e match. La Finlande marque 4 points dès le 3e bout. Mais le capitaine Brad Jacobs remet l'équipe canadienne sur les rails. Après avoir inscrit 1 point au 4e, il en vole 3 au capitaine finlandais, incapable de placer sa pierre à l'intérieur du 4 pieds. Le Canada l'emporte 8-6. Et dans son 3e match ce soir, Jacobs est en retard 2-1 au 3e bout contre l'équipe écossaise.
Le Britannique Andy Murray et l'Espagnol David Ferrer se sont livrés tout un duel en finale du tournoi de Miami. Ferrer, qui tentait de devenir le premier Espagnol à remporter ce tournoi, amorce les hostilités avec beaucoup d'autorité. Il brise le service de son rival à 3 reprises et remporte la première manche 6-2. Mais tel un moteur turbo, Murray a besoin de temps pour trouver son rythme. C'est ce qu'il fait à partir de la deuxième manche qu'il enlève au compte de 6-4. En avance 6-5 dans la manche ultime, Ferrer détient une balle de match et croit la victoire acquise, mais la reprise vidéo le contredit. L'Écossais recolle à 6-6 et remporte le jeu décisif 7-1. Ce deuxième titre en 2013 lui permettra demain de doubler Roger Federer au deuxième rang du classement mondial. Peu importe la distance, Usain Bolt est habituellement le premier à franchir le fil d'arrivée. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui à Rio de Janeiro, la ville qui accueillera les Jeux olympiques de 2016. Le Jamaïcain, triple champion olympique aux 2 derniers Jeux, a remporté une course de 150 mètres sur une piste installée sur la plage de Copacabana. Bolt s'est imposé en 14 secondes 42 centièmes à 7 centièmes de sa marque mondiale. La saison du baseball majeur prend son envol avec une bataille texane entre les Rangers et les Astros ce soir à Houston. L'honneur du premier coup sûr en 2013 revient à José Altuve. Malheureusement pour lui, le joueur des Astros devient aussi quelques secondes plus tard le premier à être retiré en tentant de voler le deuxième but. Mais ce n'est que partie remise pour les partisans des Astros. Justin Maxwell s'amène à la plaque en 4e avec 2 coureurs sur les buts. Sa très longue frappe lui vaut un triple. Les locaux sont en avance 2-0. Les Astros ajoutent 2 points en 5e, puis 3 autres en 6e quand Rick Ankiel envoie la balle de l'autre côté de la clôture. Le match est en 8e manche. Houston mène 7-2. L'équipe de football de l'Académie Les Estacades de Trois-Rivières compte sur un nouvel entraîneur, Nicolas Morin-Soucy, un ancien joueur des Alouettes de Montréal qui veut redonner à sa région et à son sport. Marie-Ève Cousineau. N'aie pas peur de vraiment te l'envoyer sur toi. Depuis 3 mois, Nicolas Morin-Soucy entraîne les joueurs de l'équipe juvénile 3A de l'Académie Les Estacades à Trois-Rivières. Pour cet ancien joueur des Alouettes de Montréal, c'est un retour aux sources. Nicolas Morin-Soucy a grandi dans la région. C'est de pouvoir redonner tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup, moi. Le football m'a donné beaucoup. Nicolas Morin-Soucy a joué une quinzaine de matchs avec les Alouettes de Montréal. Il a dû prendre sa retraite en raison d'une blessure au genou droit. Déçu, c'est un grand mot. Je te dirais, je dirais pas amer non plus. C'est sûr que, tu sais, je me voyais avoir une plus longue carrière que ça. En plus d'être entraîneur, Nicolas Morin-Soucy est désormais intervenant en toxicologie à l'école secondaire Chavigny. Et c'est d'ailleurs dans cette école qu'il a commencé à jouer au football. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu cette grande affaire-là courir dans le corridor. Je suis en train de faire des entraînements intérieurs de football. Puis c'est là que je l'ai arrêté. Je disais, oh, toi, au lieu de courir là-bas, viens courir avec nous autres. Le football a permis à Nicolas Morin-Soucy de canaliser son énergie. Parce que Nicolas, ça répète quelqu'un qui s'égare. C'est un jeune qui était quand même assez hyperactif. Il avait besoin de bouger. Au secondaire, j'ai échoué mon secondaire 3. C'était très difficile. Mais c'est quand j'ai découvert le football, justement, les choses que j'ai pu amener dans mes cours. Vous savez, la constance à l'étude, la constance à l'entraînement. Nicolas Morin-Soucy tente maintenant de motiver ses troupes et de les conseiller sur le terrain, comme dans la vie. Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Trois-Rivières. Le Tour des Flandres a couronné un vainqueur attendu. Le Suisse Fabian Cancellara a remporté cette classique pour la 2e fois de sa carrière, 1 minute et demie devant le Slovaque Peter Sagan. Triple titulaire de l'épreuve, le Belge Tom Boonen a chuté au 19e kilomètre de cette course qui en compte 256. Les Québécois David Veilleux et Hugo Hull ont terminé à plus de 13 minutes du vainqueur. Au March Madness, grand moment de frayeur en première demi dans le match opposant Louisville à Duke. Kevin Ware de Louisville subit une fracture de la jambe sur un jeu qui semblait pourtant anodin. C'est la stupeur parmi la foule, ses coéquipiers et son entraîneur. Mais l'équipe du Kentucky, une des favorites du tournoi, se ressaisit et domine l'adversaire en deuxième demi. Louisville l'emporte 85-63 et affrontera Wichita State dans le Final Four. Et l'événement existe depuis 1856 et suscite chaque année le même engouement.
250 000 personnes se sont massées le long de la Tamise pour la 159e présentation de la Boat Race, cette course d'aviron qui oppose Oxford et Cambridge, les deux plus anciennes et prestigieuses universités britanniques. Oxford l'a emporté par une longueur et demie d'avance au terme d'une course de 6,8 km. Et nous aussi avons franchi le fil d'arrivée. Merci d'avoir été des nôtres. Dans un instant, pour un soir seulement,